Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leurs objectifs et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclass gratuites et des LSD business exclusifs? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. C'est des crises que naissent les opportunités. Cette phrase correspond parfaitement à Spotify. Né en plein milieu d'une industrie à l'agonie, la plateforme de streaming a su être la réponse efficace à un marché en pleine transformation. Évalué aujourd'hui à 30 milliards de dollars, Spotify est devenu incontournable pour les consommateurs de musique, mais aussi pour les acteurs de cette industrie. On le voit en fin d'année, notamment avec les Wrapped. On peut clairement dire qu'aujourd'hui, que c'est l'une des plateformes, si ce n'est la plateforme la plus puissante de l'industrie de la musique. Et même les majors ont dû s'incliner devant ce nouveau roi. Mais ce qu'on peut se dire aussi, c'est que tout ça s'est produit finalement en très peu de temps, 15 ans à peu près. Comment la plateforme suédoise a pu s'imposer en si peu de temps? Qu'est-ce que Daniel Ek, le fondateur et CEO de Spotify, a compris sur la musique, mais aussi sur la psychologie humaine, que les autres acteurs de ce marché n'avaient pas compris? Et dans cette vidéo, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic, et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. En plus de parler de Spotify, on va parler bien sûr de Daniel Ek, son fondateur. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir revenir sur la transformation de l'industrie de la musique de ces 20 dernières années. Alors ce type de LSD, c'est dans la catégorie un peu business, d'accord? Donc si vous aimez ce format, n'oubliez pas de liker et partager un maximum. Vous avez maintenant le format gossip que je vais exploiter parce que j'ai vu que vous avez kiffé. Vous avez le format business, vous avez le format plus musique et vous avez le format affiliated. Si vous êtes client d'un format, il faut me le faire savoir parce que moi j'adore tout faire, d'accord? Mais je ferai surtout ce qui est le plus demandé, alright? Hey yo, I'm Chris, aka Major. I try to make things happen and I'm not even an agent. Je comprends pas l'anglais, c'est trop nul. Ok, à ce rythme-là, je vais jamais pouvoir écrire un texte en anglais. Je ne sais pas parler anglais. C'est la merde. Comment je vais faire un hit international et conquérir le monde si je comprends pas l'anglais? Il faut que je me perfectionne en anglais, donc il me faut Cambly. Alors, je sais que dans la Iconic Mafia, il y a plein d'artistes vraiment passionnés qui veulent apprendre à écrire en anglais et Cambly peut potentiellement t'aider. Alors, qu'est-ce que c'est Cambly? C'est une plateforme dédiée à l'apprentissage de l'anglais à travers des cours particuliers et des sessions de groupe de 2 à 3 personnes avec des utilisateurs du monde entier. Les sessions de groupe te permettent d'apprendre l'anglais à l'international et ainsi apprendre à comprendre les accents des différents pays anglophones, mais aussi des expressions propres à chaque pays. Que tu veuilles apprendre l'anglais pour ton futur projet professionnel, ton stage à l'étranger ou encore pour les vacances, Cambly est fait pour toi. Tu as la possibilité de choisir dans quel niveau tu te situes pour avoir des cours adaptés à toi. Et ainsi, tu pourras évoluer de manière efficace et significative. Car on le sait tous aujourd'hui, l'anglais est indispensable, peu importe ce que tu fais. Alors, petite anecdote, récemment, j'ai fait un cours avec Marc sur le thème de la musique. On a eu l'occasion de voir comment apprendre à écrire un son et on a échangé sur les expériences professionnelles de Marc et il m'a raconté, vous savez quoi, qu'il est le frère du premier manager de 50 Cent. Lui-même est artiste, songwriter et producer et sa fille aussi est artiste. Et donc en plus d'apprendre l'anglais pour t'expatrier, un stage ou tout simplement des vacances, eh ben tu peux aussi prendre Cambly pour apprendre à écrire des morceaux en anglais. C'est quand même incroyable cette application. Avec le lien ci-dessous, tu as accès à un cours de 30 minutes pour 1 €. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent tester. Et tu as en plus de ça, 50% de réduction sur les abonnements de 12 mois. Alors, si tu veux apprendre l'anglais de manière intuitive et partager ta passion à l'international, le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. C'est à toi de jouer. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. « 2006, le marché de la musique est en totale dégringolade. C'est ce qu'on appelle la crise du disque. Cette chute libre était principalement due à la transformation de fond de l'industrie de la musique due à l'avènement d'Internet. La plupart du temps, les internautes téléchargent leur musique à partir de sites pirates qui ne reversent aucun droit d'auteur. L'industrie du disque affirme avoir perdu 1,5 milliard de francs l'année dernière avec l'arrivée du MP3.
En effet, depuis le début des années 2000, il était possible maintenant pour n'importe qui d'écouter gratuitement de la musique via des logiciels peer-to-peer. Et tout ça, bien sûr, illégalement. Je pense à LimeWire, Kazaa ou encore Mega Upload. Avec ces logiciels, plus besoin d'aller acheter des CD à 20 €. Oui, parce que les albums, ça coûtait 20 balles. Il te suffisait juste désormais d'aller taper sur ta barre de recherche LimeWire le nom de ton artiste avec la musique que tu souhaitais et tu obtenais gratuitement l'album en quelques minutes. Bien évidemment, ces plateformes-là ne reversaient absolument rien aux acteurs de l'industrie de la musique, ce qui faisait de toi, consommateur de ces plateformes, un pirate. Et Adopi, l'organisme créé par l'État pour combattre le téléchargement illégal, allait tout mettre en œuvre pour te casser la tête. Il faisait d'ailleurs plein de pubs rigolotes. Alors bien sûr c'était mal pour les acteurs de cette industrie musicale, mais c'est vrai que du point de vue consommateur, il y avait quelques avantages. Alors je vais t'en citer quelques-uns. C'est vrai que pour des gamins qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, ça permettait une plus grande découverte musicale. Quand tu avais ton CD de Tikal Zero, Chicken and Beer ou encore Grand Champ, bon ça te permettait de tourner un peu plus quoi, parce qu'au bout d'un moment ça casse la tête. Donc si tu pouvais avoir Blueprint, College Dropout et je sais pas moi, Restless, pourquoi pas quoi, Come On With Me, Westside, Qui suis-je, La fierté des nôtres. Voilà. Bon, les gars, je parle pas de moi. Moi, j'ai jamais téléchargé. Jamais. Alors là, c'était vraiment point de vue consommateur et tout, tu vois. Deuxième chose, ça stimulait la créativité des jeunes. Bah oui, effectivement, tu as la possibilité avec Internet maintenant de pouvoir découvrir de la musique de partout. Donc forcément, petit jeune de banlieue ou d'ailleurs, tu peux écouter et t'imprégner de choses différentes. Et toi-même, en tant que créatif, ça va te pousser à faire des choses encore plus cool et originales. Et enfin, dernier point plutôt évident, à l'époque, un album c'était 20 balles. 20 balles, 20 €, on est d'accord. Donc si tu veux t'acheter 3 albums, c'est 60 balles pour à peu près 60 sons. Ça commence à faire cher le CD. Et d'après ce qui m'a été dit, à cette époque-là, en moyenne, les gens achetaient 2 CD dans l'année. Donc tu vois, en termes de brassage culturel, de musique et tout ça, c'était pas terrible. Alors pour ce qui est des inconvénients, il y en a beaucoup. Évidemment, la chute libre de l'industrie, tout ça. Mais il y en a un en particulier qui est très embêtant, en particulier pour les fans de rap, c'est que le rap français a pris cette crise de plein fouet. Le rap français aurait pu réellement prospérer dans ces années-là parce que c'était déjà la musique numéro 1 en France. Je télécharge pour ça qu'on vend plus. Ceux qui me boycottent sur les chats sont des enfants. Mais la plupart des clients des rappeurs téléchargeaient massivement, illégalement. Et d'ailleurs, que les fans de rap viennent de quartiers riches ou pauvres, c'était globalement les jeunes qui étaient consommateurs de rap, et c'est les jeunes qui téléchargeaient surtout illégalement parce que c'était eux qui avaient la maîtrise d'internet. Donc en fait, les étoiles étaient alignées pour que le rap français ne puisse pas prospérer dans ces années-là. Bon, je dois vous avouer, j'ai téléchargé qu'une seule fois dans ma vie, illégalement, c'était sur LimeWire, et c'était pour télécharger Menace to Society. Lorsque le film est arrivé, grosse surprise, c'était pas Menace to Society. C'était Booty Talk. Je devais supprimer. J'ai gardé. Et donc revenons à toute cette législation qui a été mise en place, notamment avec Adopi, pour endiguer le problème du piratage. Voici ce que Daniel Ek déclare. J'ai réalisé qu'on ne peut pas légiférer contre le piratage. Les lois peuvent certainement aider, mais elles ne résolvent pas le problème. La seule manière de résoudre le problème était de créer un service qui était meilleur que le piratage et en même temps indemnisait l'industrie musicale. C'est ce qui nous a donné Spotify. C'est justement pendant cette année chaotique de 2006 que la plateforme verra le jour. Mais avant de décider de corriger ce problème grand comme un gratte-ciel, Daniel Ek en a fait du chemin. Et justement, revenons sur ses débuts. Pour cela, il faut revenir en 1994, à Rågsved, j'espère que je le dis bien, un quartier ouvrier de Stockholm où Daniel Ek, âgé à peine de 11-12 ans, se passionne pour Internet et la création de sites. À 7 ans, il reçoit un ordinateur Commodore et se passionne pour le code, chose qui changera sa vie. À 14 ans, il vend son premier site à 100 € et avec l'essor d'Internet, la demande explose. Il passera donc de 100 € le site
à 5 000 euros. 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 1999, Daniel Ek est à la tête d'une petite armée de 25 développeurs qu'il a dénichés à l'école, qui l'aident à créer les sites internet et à les vendre à des clients. Et pour payer ces développeurs, eh bien, soit c'est en argent, ou alors c'est aussi en jeux vidéo. Le petit malin. Fort de cette expérience précoce mais réussie, Daniel Ek va lancer divers projets, notamment un moteur de recherche visant à concurrencer Google suite à un refus de job dans la start-up de la Silicon Valley. Alors, certes, ce sera un échec, mais par contre, il apprendra quelque chose de super important, c'est le business model de Google. Et parmi les moyens qui permettent à Google de gagner de l'argent, il y a bien sûr la publicité en ligne. Et c'est justement ce domaine qui va lui permettre de fonder sa première grosse boîte. Et elle se nomme Advertigo. Il la lance en 2005 et c'est un carton plein. Peu de temps après sa création, la société se fera racheter par un géant suédois du nom de TradeDoubleur pour un montant très élevé et confidentiel. Du haut de ses 23 ans à peu près, j'ai fait le calcul, le garçon de Stockholm avait déjà amassé une petite fortune. Là, tu pourrais te dire que c'est le moment de se la couler douce et d'aller à la retraite. Mais c'est pas du tout le projet de Daniel. Lui, il a faim d'entreprendre. Et à 23 ans, t'as encore un tas de choses à faire. Et Dieu merci qu'il n'ait pas pris sa retraite à ce moment-là. La même année qu'il revend Advertigo, il fera un bref passage chez uTorrent en tant que PDG. Et ensuite, il se relance sur un projet beaucoup plus ambitieux qui sera véritablement le projet de sa vie. Clairement, il va devoir relever un challenge beaucoup plus compliqué que les précédents. Et c'est donc celui de la musique et d'Internet. Sur ce projet, il s'associe avec Martin Lorenzon, l'un des cofondateurs de TradeDoubleur, la société à qui il a revendu sa précédente boîte. Alors comment lui vient d'attaquer le marché de la musique, en plus dans une situation aussi catastrophique? Eh bien, c'est très simple. Il était donc dans une session de brainstorming avec Martin et en même temps, ils écoutaient la radio. Et comme tu le sais, lorsque tu écoutes la radio, tu n'as pas le contrôle sur la musique qui est diffusée. Et parfois, il y avait des morceaux qu'il considérait être des morceaux pas terribles, sauf qu'il pouvait rien y faire. Et donc, c'est là où il s'est dit, tiens, j'ai eu une idée il y a quelques années, vraiment en phase avec ce problème. L'idée, c'est donc de permettre aux consommateurs d'avoir le contrôle sur la musique qui est diffusée, et en plus de ça, de répondre à un problème que l'industrie de la musique vivait en ce moment même avec la crise du disque. Et initialement, ce projet autour de la musique et Internet lui avait été inspiré par Napster, la première plateforme de piratage qui a cartonné en 2000-2001. Napster était le précurseur du téléchargement illégal et l'ancêtre du streaming en quelque sorte. Et son fondateur, Sean Parker, n'hésite pas à le rappeler. En voyant le désastre de l'industrie de la musique et de la passion qu'il avait pour celle-ci, eh bien Daniel a décidé de se lancer dans un projet passion qui a donc donné naissance à Spotify. Si nous créons le bon produit, meilleur que le piratage, les gens viendront, déclare Daniel Ek. Dès son lancement en 2008, le serial entrepreneur et ses équipes tech vont s'atteler à cette tâche. Le but est de créer le meilleur prototype possible qui soit une excellente alternative au piratage, sans pour autant vendre la musique digitalement comme un iTunes. Et c'est ainsi qu'il crée un modèle économique innovant qui sera une excellente réponse au chaos ambiant de l'industrie de la musique, et je parle ici du freemium. Alors, qu'est-ce que c'est le freemium? C'est lorsqu'une partie du service d'une entreprise est offerte gratuitement, tandis que l'accès à des fonctionnalités avancées ou à un contenu exclusif nécessite un paiement. L'offre gratuite permet d'attirer un maximum d'utilisateurs et ensuite potentiellement de leur proposer l'offre payante en leur mettant en avant les fonctionnalités qu'ils n'ont pas sur l'offre gratuite. Dans le cas de Spotify, les clients en freemium sont monétisés par la publicité, un domaine que Daniel Ek maîtrise, notamment grâce à ses précédentes expériences avec le moteur de recherche qui a foiré et avec Advertigo. Alors c'est bien de trouver un modèle économique innovant, mais faudrait-il encore que les ayants droit soient d'accord de diffuser leur musique sur la plateforme? Alors quand j'y ai ayant droit, je parle des producteurs, beatmakers, artistes, bref, toutes les personnes qui vont toucher de l'argent
via la musique diffusée. Et c'est exactement ce que les grands acteurs de cette industrie vont accepter de faire. En effet, il y a 4 grands major labels en Suède qui acceptent de participer à l'expérience de freemium avec Spotify. De toute façon, au vu de la situation catastrophique que rencontrait l'industrie de la musique à ce moment-là, ils n'avaient absolument rien à perdre. Cette année-là, l'industrie de la musique pesait entre 14 et 16 milliards, je crois, contre 27 milliards en 99. Donc bon, ils étaient par terre. Et de l'autre côté, les pirates continuaient à gagner du terrain. Après avoir eu une démonstration de la plateforme sous ses yeux par Daniel Ek lui-même, Persson-Dean, le directeur général d'Universal Music Suède, donne un avis sans appel. J'ouvre les guillemets, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être aussi bon. Fermez les guillemets. L'application est légère dans un appareil. Tu cliques sur un morceau, tu l'écoutes tout de suite. C'est plus rapide qu'un morceau piraté. Et enfin, c'est gratuit. Spotify a peut-être trouvé la solution à la crise du disque. Au départ, le service sera uniquement disponible sur invitation. Et pour chaque personne, tu as 5 invitations. Cela va créer une hype autour du produit. Et en même temps, ça va laisser le temps à Daniel et à ses équipes de pouvoir continuer à bâtir la plateforme technologiquement parlant. Parce que c'est un très très gros projet et tu peux pas le lancer tout de suite comme ça. Il faut une version bêta, etc., etc. Alors la plateforme sera lancée d'abord en Europe et pour ce qui est des États-Unis, ce sera un peu plus compliqué parce que là-bas, les majors voudront que Spotify lance le format payant et qu'il n'y ait pas de freemium. Et de là, Spotify va commencer à travailler les choses de façon assez ingénieuse. Alors après avoir ouvert son capital et d'y avoir intégré les majors, Goldman Sachs, la banque de Dieu, accepte de financer la plateforme à hauteur de 100 millions de dollars, ce qui permet de financer les contrats de licensing de Spotify avec les ayants droit et investir dans l'innovation technologique de la plateforme, notamment pour la gestion des abonnements premium. Et d'ailleurs, en parlant de premium, comment ces artistes-là vont être rémunérés? Alors, on a vu qu'avec le freemium, c'est la publicité qui rémunère les artistes. Alors, pour ce qui est du premium, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses qui tournent un petit peu partout. Tu es rémunéré au nombre de streams, etc. Mais en réalité, les artistes sont rémunérés grâce aux abonnements d'une manière assez simple. Sur une période d'un mois, Spotify va regarder la somme générée par les abonnements. Et de cette somme générée, il y aura 70% qui va être reversé aux ayants droit. Encore une fois, maisons disques, producteurs, artistes, songwriters, etc., etc. On va regarder sur la plateforme combien tes streams représentent en termes de pourcentage. Et c'est ce pourcentage-là qui va définir combien tu vas être payé ce mois-là. Donc, admettons que la plateforme génère 1 milliard de dollars sur un mois et que tu fais 1% des streams globales de la plateforme. Ça veut dire que tu toucheras 10 millions de dollars. Voilà, comme ça c'est clair. Et sur ces 10 millions de dollars, peut-être qu'il va falloir que tu partages avec ta maison de disques, avec les auteurs, les beatmakers, etc., etc. En combinant les deux modèles économiques, Daniel Ek a réussi à relever tous les défis de l'industrie de la musique, c'est-à-dire le piratage ainsi que la transformation de fond de l'industrie musicale avec le digital. Et d'ailleurs, dès les années 2010, il y a eu une émergence de diverses plateformes. Deezer, le français, Apple Music, Tidal, Amazon Music, etc., etc. L'arrivée des plateformes de streaming a clairement été le facteur qui a permis de redresser la croissance de cette industrie. Et il y a autre chose qui est très intéressant qu'il faut remarquer, c'est que depuis l'industrie du streaming, on n'a jamais dépensé autant d'argent dans la musique. Avant, tu achetais en moyenne 2 CD dans l'année, c'était plus ou moins ça, dans les années 90, je veux dire. Et maintenant, avec le streaming, tous les mois, tu dépenses à peu près 15 balles. Et ça, jusqu'à la fin de ta vie, en fait. Donc, on n'a jamais dépensé autant d'argent dans la musique qu'aujourd'hui. En France, 2013 a été l'année significative pour l'industrie du streaming et c'est d'ailleurs à partir de cette année-là que tu as eu cette nouvelle génération de rappeurs français qui cartonnent jusqu'à aujourd'hui. En France aujourd'hui, le streaming est principalement dominé par le rap et on peut dire que c'est une revanche sur les années 2000. Sinon aujourd'hui, les maisons de disques ne peuvent plus faire sans Spotify. Tous les catalogues des plus gros artistes s'y trouvent et la marque est leader sur le marché. Si un artiste aujourd'hui ne figure pas sur Spotify, ça peut être un vrai manque à gagner pour lui. Et d'ailleurs même les très gros artistes ont compris qu'ils pouvaient pas faire sans. Taylor Swift est un excellent exemple. Elle avait retiré son catalogue car elle ne voulait pas faire partie d'une expérimentation, mais 2 ans plus tard, elle a fait marche arrière et a remis donc tout son catalogue sur la plateforme. Et aujourd'hui, Spotify a dépassé en quelque sorte la musique. Alors la musique, ça reste toujours leur truc, mais c'est une plateforme audio. Donc ça va regrouper à la fois la musique, mais aussi les podcasts. Et c'est d'ailleurs la plateforme numéro 1 de ce format. On a vu il y a quelques
années les gros deals avec Joe Rogan, Academics et compagnie. Et même moi, en tant que créateur de contenu, je suis sur Spotify. Et à côté de ça, tu as aussi les formats de musique bruit blanc. Tout ce qui va être musique ASMR, musique détente et tout ça. Des choses qu'on oublie, mais ça a beaucoup de succès sur la plateforme. Et c'est grâce à tous ces moves qu'aujourd'hui, Spotify est évalué, comme je le disais, en intro à 30 milliards de dollars. Daniel Ek possède 18,5% de tout ça et son associé là, Martin, possède 12,5%. Bon, on va pas les plaindre, hein. Bon, donc voilà pour ce qui est de mon LSD sur Spotify. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la plateforme et c'est justement pour ça que j'ai réalisé une interview avec le directeur général de Spotify France. Alors, c'est aussi une manière pour moi de relancer le podcast d'Iconic. Alors, j'avais commencé à faire quelques épisodes il y a quelques mois, mais ensuite, je me suis arrêté parce que, voilà, débordé par les LSD, les trucs, etc. Mais 2024, on va relancer le podcast, des conversations avec des entrepreneurs, des artistes, des acteurs de la culture, bref, toutes sortes de gens. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir des discussions créatives qui vous permettent d'en savoir plus sur un sujet. En l'occurrence, ici, avec le directeur général de Spotify, je pose toutes les questions importantes sur la plateforme. Ça va aller de la rémunération, au faux stream, au marché des dom-toms, de l'Afrique, les podcasts. Bref, on a abordé absolument tous les sujets. Alors, le podcast va sortir dans quelques jours. Alors, active bien ta cloche, je compte sur toi. Et d'ailleurs, le podcast sera disponible sur toutes les plateformes de streaming, dont Spotify. Donc, si tu veux aller l'écouter là-bas, grand bien t'en face, ok? Très bien. Ok, bon bah voilà, ça fera un excellent complément à cette vidéo. Alors, c'est bien, j'ai parlé du point de vue artiste, business, etc. Mais il y a un truc qui se passe avec le streaming, c'est que maintenant, on écoute énormément d'artistes en même temps. Est-ce qu'à un moment donné, le streaming n'a pas permis, selon toi, d'avoir trop de musique à l'écoute et du coup, on n'a pas assez le temps de savourer les albums comme au début des années 2000, d'accord? Parce qu'avant, au moins, tu avais un album, tu vivais avec pendant 6 mois. Aujourd'hui, tu l'écoutes, tu mets 2 morceaux dans ta playlist et tu passes à autre chose. Dis-moi ce que toi tu penses de tout ça dans les commentaires. Merci à toi. Si tu aimes les LSD édition business, n'oublie pas de liker à fond, commenter et partager cette vidéo. Donc voilà, n'oubliez pas aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux. Notre compte Instagram Iconic a sauté, ok? Donc on a un nouveau compte. Donc allez nous suivre. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire et il s'affiche sur l'écran. Suivez-nous sur Twitter, on est très actifs. Sur mon compte perso, absolument partout. Tous les liens sont dans la description. Vous allez rater du contenu si vous n'êtes pas abonné. Donc, je compte sur vous. Et surtout, n'oublie pas Cambly, la plateforme qui t'aide à apprendre à parler anglais couramment. Le lien se trouve en description sur le premier commentaire. Donc, c'était Major pour vous servir. On se dit à la semaine prochaine. Cheers!